Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Demain n'attend pas, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui s'engagent pour changer le monde. Alors aujourd'hui, c'est un épisode vraiment particulier, mais alors vraiment, je vous dis ça souvent, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment, vraiment particulier. D'abord, c'est le 100e épisode. Ça fait 5 ans que Demain n'attend pas a commencé, est né, en fait, est sorti. 5 ans que toutes les 2 semaines, je bats le pavé et je vous propose des invités tous plus incroyables les uns que les autres, qui nous aident à comprendre le monde et qui nous montrent que les solutions sont déjà là et qu'ils participent déjà à le réparer. Aujourd'hui, pour fêter ce 100e épisode, je vous propose un épisode un peu différent. Je vais passer de l'autre côté, je vais physiquement changer de place. En fait, je vais me mettre là, en face, et c'est moi qui vais être invitée. Je vais être interviewée par une amie, Claire Bonne, qui a un podcast qui est assez merveilleux, qui s'appelle Encore, que je vous incite tous à aller voir, évidemment. Et ensemble, on va vous raconter d'où ça vient, Demain n'attend pas, qu'est-ce qu'on tire, qu'est-ce qu'on sort de ces 100 épisodes, qu'est-ce que ça va être demain, qu'est-ce qu'on en apprend. Voilà, donc je vous encourage tous à écouter jusqu'au bout cet épisode qui me tient particulièrement à cœur, comme vous l'imaginez. C'est un peu, moi, ça va être mon épisode chouchou dans lequel je vous dis tout. Je me mets à poil, pour de vrai. Je vous dis tout. Je vous souhaite une très, très bonne écoute. Et puis surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager, à liker, à envoyer partout autour de vous. Et puis à me mettre vos commentaires, bien sûr, comme toujours, et me dire qui vous avez envie d'entendre à ce micro pour les 100 prochains épisodes. À très bientôt. Ça va, c'est parti ? Salut Claire, ça va, c'est un truc vraiment très très bizarre. D'abord, physiquement, je suis plus au même endroit. Ouais. Tu vois, normalement, en temps normal, dans cet endroit-là, je suis à ma place. Je suis de l'autre côté, c'est très très bizarre. Ça te fait bizarre, c'est ta première sensation ? Ah ouais, c'est très très bizarre. Tu vois, comme si je m'étais trompée de siège. Tu vois, Eh bien, on va pas changer de place, on est parti là. On est parti. C'est le 100e. Ouais, c'est dingue. C'est un épisode spécial. On va prendre le temps ensemble. Merci de m'avoir donné ta place, finalement. Je suis dans les petits papiers, les petits chaussons de Delphine. Tu permets que je t'appelle Delphine pour moi. C'est un très joli prénom. On est là aujourd'hui pour mettre en avant celle qui incarne le podcast Demain n'attend pas. On va revenir ensemble sur la genèse de ce projet, mais aussi qui tu es et pourquoi tu embarques les auditeurs et auditrices quotidiennement, sans personnes quand même, sans invités. Ouais. Enfin, c'est dingue. C'est lunaire. Hein. C'est dingue. C'est un chiffre et tu as raison de le marquer. Donc, tu te décris avec plusieurs mots différents chaque fois et j'ai envie de te poser la question aussi que tu poses à tes invités. Qui es-tu, Delphine, en fait ? Alors, comme vous l'avez vu d'abord dans Demain n'attend pas, c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude de parler de moi. Moi, j'aime bien mettre en avant mes invités qui sont des gens vraiment extraordinaires. Donc, ça me paraît un peu bizarre de me raconter. Mais c'est l'exercice et je me promets d'y répondre aujourd'hui. Alors, qui es-tu ? Je suis plein de choses. Je pense que si je te posais la question, tu me dirais la même chose. Je veux surtout pas être réduite à un bout de ce que je suis. Je suis une femme, forcément, aujourd'hui. Je suis depuis peu une quinca. Et ça, c'est un truc que j'ai un peu du mal à dire parce que dans ma tête, j'ai encore 20 ans. Mais je viens de fêter mes 50. Je suis française, surtout quand je suis à l'étranger, et j'ai vécu 7 ans aux États-Unis, donc là je me suis sentie très française. Et je suis un peu américaine quand je suis en France, parce que quand on vit 7 ans dans un pays, on y reste très attaché. Et en plus, j'ai mon fils aîné qui reste là-bas. Donc t'as encore un peu d'attache. J'ai encore un bout de moi qui est là-bas. Je suis un peu américaine à Paris. On peut t'appeler Émilie de Paris, ça. Tu peux. Voilà, Émilie, ça, toi tu seras On change de prénom aujourd'hui. Je suis très engagée quand je suis dans le monde corporate, donc, monde dans lequel j'ai fait ma carrière pendant un long moment, parce que avant de partir aux États-Unis, j'ai travaillé dans la distribution chez Kering et chez Casino longtemps. Et aujourd'hui, je continue à exercer dans le monde corporate. Donc là, je me sens très, très engagée. Et à l'inverse, je me sens assez entreprise quand je suis dans le monde associatif. Donc je dirais que j'essaye d'être dans les ponts assez souvent, le plus possible,
Je suis un peu tout ça. Et à part ça, évidemment, je suis maman. Et ça, je le serai toute ma vie. J'ai 4 enfants et j'ai la chance d'avoir un chéri aimant et le même depuis, on a fêté nos 25 ans. Là. Bravo. Ouais, c'est assez remarquable. Et il me supporte. Ça y est, tu passes dans la bascule où vous allez passer plus de temps ensemble que juste temps sans. C'est fait. Ça y est. C'est fait. C'est comme ça aussi, c'est dingue. On a fêté cette année, il y avait beaucoup de chiffres ronds en fait. Ok. Le 100e épisode, les 50 ans, nos 25 ans de mariage, enfin des trucs dingues les uns après les autres. Donc c'est que des occasions de fêter parce que je pense que la vie doit être une fête, en particulier aujourd'hui. Ça a l'air d'être un point important aussi, cette notion de fêter les choses et d'ancrer les choses à l'instant. Oui. C'est ça que tu voulais aussi avec ce 100e, c'est d'ancrer les choses ? Oui, je crois beaucoup qu'il faut célébrer. Il ne faut pas laisser les choses passer. Il faut célébrer dans nos vies professionnelles, il faut célébrer dans nos vies privées. Il ne faut jamais s'arrêter de regarder avec étonnement ce qu'on a dans nos mains et qui est un peu une pépite qu'on a fait grandir. Le regarder avec fierté, avec gratitude et fêter parce que c'est aussi une façon de refaire des liens ou de nourrir en tout cas nos liens avec les gens qui nous sont chers. Donc fêtons. Et le monde est dur, donc c'est encore plus important. Ouais. Cette notion d'engagement, parce que tu en parles très tôt la question, puisqu'on n'aime pas normalement, présente-toi en quelques minutes, c'est horrible, mais bon, tu nous as donné un aperçu de qui tu es, de ce qui t'anime, de ce que tu as envie aussi, de ce dont tu as envie. Cette notion d'engagement, tu l'as eu quand ? Est-ce que tu te rappelles d'un moment, je sais pas, un souvenir quand tu étais plus jeune, enfant ou autre, ou plus tard, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à mettre ce mot engagement quasiment dans l'étendard et dans la manière de te décrire ? Ouais. C'est une bonne question parce qu'en fait, je dirais que je pense que j'ai eu une enfance plutôt engagée sans m'en rendre compte. Moi, je suis bac 92, si ça te dit quelque chose. Donc, tu vois, j'ai grandi dans les années 80-90 pour mon enfance. Et à ce moment-là, d'abord, je pense qu'il y avait une forme d'engagement d'atmosphère. Donc, moi, je faisais beaucoup les manifs, parfois avec mes parents qui manifestaient aussi beaucoup. Et il y avait une forme de solidarité qui dépassait les communautarismes. Donc je pense que j'avais ça très fortement sans m'en rendre compte, sans le revendiquer. Et par ailleurs, c'est un peu, je pense, dans les gènes de mes parents, qui avaient été, en particulier mon père, dans sa jeunesse, très militant. Alors c'était là, je te ramène dans les années 50, 60. Donc c'était une autre époque. Sur quelle cause ? Il était militant, trotskiste, tu vois. Il était au PC, c'était un pur et dur. Alors, le temps passant, il a mis de l'eau dans son vin, et même beaucoup. Mais tu vois, c'est quand même des engagements de jeunesse qui avaient laissé des traces. Il est devenu scientifique derrière, mais il était militant politique et très engagé d'un point de vue littéraire aussi. Très attaché, attaché à la littérature. Et je pense que ça, c'est deux passions, deux piliers, peut-être plutôt deux piliers de sa vie qui nous a transmis un peu sans s'en rendre compte, probablement. Et puis est venu le moment de s'orienter, et en fait là, ça a été complètement absent. Et je ne sais pas vraiment te dire pourquoi, mais mon orientation professionnelle s'est faite sans avoir la question de ton utilité au monde. Et quand je repense à ça maintenant, moi qui suis mère de famille, ça m'étonne. Tu vois, ça ne cesse Tu questionnes ce point. Je questionne comment c'est possible, avec ce background-là et avec cet engagement d'atmosphère, que la question de l'utilité professionnelle ait été complètement absente. En tout cas, elle l'a été. Je me suis orientée scolairement. J'étais bonne à l'école et scolaire, donc j'ai fait une grande école, une prépa, puis une grande école, une école de commerce, qui t'emmène pas du tout à te poser ces questions-là, qui t'emmène à être un bon cadre d'entreprise. J'ai eu des très belles années. Et je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. J'ai grandi, j'ai eu de l'autonomie et ensuite j'ai eu de la chance dans les postes que j'ai eus parce que j'ai eu une vie professionnelle en entreprise riche et avec une bonne culture d'entreprise. Ça m'a permis de rester, mais ça a complètement oblitéré ces questions-là. Et tu vois, aujourd'hui, donc avec mes enfants, je m'interroge sur pourquoi... Le monde est différent aujourd'hui. Le monde est, je pense, beaucoup plus inquiétant que le monde qu'on avait, nous, à l'époque. Pour autant, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne se posent pas cette question. Donc, c'est la question de la transmission de à quoi je participe, à quoi va me servir mon métier, une question qui me taraude.
Et dans la vie professionnelle, le fait qu'on puisse pendant autant d'années se sentir bien, mais ne s'interroger que sur sa progression professionnelle. Quel est le poste d'après? Comment obtenir une augmentation? Alors je dis ça, en même temps, on s'interroge aussi sur comment faire que la culture d'entreprise soit la meilleure possible, que les gens soient bien traités. J'étais dans des bonnes boîtes, donc on s'interrogeait là-dessus. Mais pas du tout sur le sens de ce qu'on produisait. Ouais. Et là aussi, à nouveau, moi, je travaillais dans des sociétés où on distribuait des produits culturels ou de l'alimentaire. Donc, par nature, on avait une raison d'être. Mais on ne s'interrogeait pas du tout sur d'où viennent ces produits. Comment est-ce qu'ils sont, qui les réalise et dans quelles conditions? Complètement absent. On pourrait ouvrir le débat sur aujourd'hui, tu prends ces mêmes postes et tu les as encore. Tu t'incarnerais pas les postes et tu serais pas dans ces postes comme tu l'étais à l'époque. Complètement différemment. Donc, il y avait une question de regard et de temporalité aussi au moment où tu avais ce job. Et justement, alors, donc ça, c'est ton début de carrière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, faut peut-être que j'aligne aussi ce qui sommeille en moi, parce que peut-être que ça sommeillait. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur dans ta vie pour te dire, OK, l'engagement, en fait, je l'ai eu dans mon enfance, j'ai vu mon père l'avoir, et maintenant, j'y vais, quoi. Oui. Alors, pour commencer, je ne jette pas la pierre aux personnes qui ne sont pas engagées parce qu'il est probable que si je n'étais pas partie aux États-Unis, je serais restée dans ma construction de carrière telle qu'elle était pré-programmée. Tu vois, je progressais bien, donc je serais probablement dans un cadre de direction d'un grand groupe. Mais il se trouve que je suis partie. Et quand on part à l'étranger, on recommence à zéro. Et on recommence à zéro, vraiment à zéro. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, d'abord, personne n'a rien à faire de ce qu'on a fait avant. Et puis, personne ne connaît quoi que ce soit de ce qu'on a fait avant. Donc, tu vois, on a l'impression d'être ceinture et bretelles, là, surtout en France où on te demande ton diplôme. Quand tu as 50 balais, on te demande encore ton diplôme et c'est encore une bouée de sauvetage. Bon, là, tu arrives aux États-Unis. Je dis les secs, j'aurais pu être un Roumain qui arrive et qui dit j'ai fait Polytechnicum. Ça aurait été pareil. Hein. Même résultat. Même résultat, rien à faire. Ouais. Mes sociétés, Kering, la Fnac, Casino, c'est plutôt des belles sociétés en France. Ils n'en ont jamais entendu parler. Rien à faire. Et de façon plus générale, rien à faire de ce que tu as fait avant. C'est maintenant, quoi. La question, c'est maintenant. Et qu'est-ce que tu veux faire demain? Donc ça, c'est quand même une vraie sortie de route qui te donne les conditions favorables pour d'abord devenir un peu moins snob justement sur ces bouées là, dans lesquelles tout le cursus est fait pour qu'il y ait une vision pyramidale du monde qui se soit constituée en toi. Et tu vois, c'est un peu parier le désert français là, dont on parlait. Mais c'est un peu la même chose. Mais il y a ceux qui ont fait les grandes écoles, il y a ceux qui les ont pas fait, il y a ceux qui sont dans ces groupes, il y a ceux qui y sont pas. Voilà, donc tout ça, c'est déconstruit d'un coup. Mais c'est pour le meilleur, en fait, parce que ça te permet... Oui, ça se déstabilise, mais en fait, tu dis, OK. En fait, limite, ça enlève des poids, non? Exactement, il y a autant de cons d'un côté que de l'autre, en fait. Ça permet de ne pas s'arrêter à une marque, parce que tout ça, c'est des marques. Des étiquettes et des marques, quoi. Ouais. Et du coup, ça force aussi à s'interroger sur, mais moi, dans tout ça, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Puisque de toute façon, la carrière telle que je l'avais vue avant, maintenant, elle a explosé, elle n'existe plus. Parce que le temps passant, j'ai assez vite retravaillé. J'ai d'abord retravaillé dans des choses assez proches de ce que je faisais avant. Et puis, je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, c'était plus petit, moins intéressant que ça. Je n'y retrouvais pas ce que je faisais avant et qu'il était temps que je mène cette réflexion. Donc, le temps passant, j'ai enfin réussi à faire face à cette question de qu'est-ce que je veux faire. J'ai eu la chance d'avoir sur ma route la possibilité, une deuxième chance au grattage, en fait, la possibilité de recommencer. Ouais. Et là, il faut se dire aussi que j'étais à New York, je baignais dans le bain de l'énergie entrepreneuriale américaine. Donc, ce qui est apparu à ce moment-là, c'est que je voulais moi aussi essayer l'entrepreneuriat. Mais ce qui est apparu aussi très, très vite, c'est qu'il s'agissait de faire un produit qui était utile et de le faire le mieux possible. Ça n'allait pas tellement plus loin à ce moment-là. J'ai bossé sur ce projet qu'on a sorti, qu'on a financé, qui a été une aventure entrepreneuriale de près de 3 ans. Et sur le chemin, du coup, j'ai notamment été voir mes fournisseurs de matières premières qui étaient en Afrique. Et ça, je dirais que ça a été un vrai élément déclencheur pour moi. Alors, on avait vocation à être Bicorp, donc on cherchait à faire les choses les mieux possibles. Tu peux nous dire un peu le produit que tu avais développé ? Oui, bien sûr. C'était une boisson
En fait, il y a des problèmes de malbouffe aux États-Unis sont partout. On les voit, on les connaît. Je veux dire, les chiffres se baladent partout. Il y a 70% des gens qui sont en surpoids. Et le pourcentage d'obésité, je crois qu'il est à 40% ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un vrai problème qui est lié à plein de choses, mais qui est lié d'abord à l'alimentation. Les gens ne savent plus manger. C'est du processed food, c'est bourré de sucre, de gras, de tout ce que tu veux. Et un des trucs qui ressort du problème de l'alimentation, c'est la boisson. Tu prends... c'est les litres de coca qui s'enfilent. Exactement. Et au mieux, c'est du Coca Light. Tu les vois dans les biberons des enfants. Encore au mieux, tu peux avoir des boissons aux fruits, mais en fait, t'es bourré de sucre. Tu as 60 grammes de sucre dans une bouteille. Donc, c'est quasiment ton sucre quotidien. Donc, quand tu t'en enfiles 3 à 4, en fait, tu as 4 fois ton apport de sucre recommandé. Donc, la boisson est un peu le produit qui cristallise le problème de la malbouffe. Et quand tu as des enfants qui sont par ailleurs scolarisés dans des écoles américaines, tu comprends assez vite le problème de la malbouffe. Tu le vois peut-être de façon plus intense qu'à distance, quoi. Ouais. Quand j'ai rencontré ma cofondatrice et qu'on a voulu créer une start-up, on savait tout de suite que ça serait une boisson et que ça serait une boisson avec que des ingrédients naturels, très faible en sucre, très forte en goût, enfin bonne en goût en tout cas, et avec des vrais bénéfices de santé. Et alors là, on touche à un truc qui est très américain. C'est ce qu'on appelle les functional food. C'est des boissons qui, pour certaines, c'est du washing, pour d'autres, c'est vrai, ont des vrais bénéfices. Par exemple, les collagen drinks ou ce qu'on voit. Okay. Exemple, tout ça, c'est ce qu'on appelle des boissons avec des bénéfices. Et nous, on est assez vite tombé sur le chemin du fruit du baobab. Ça, j'aurais jamais pensé que de ma vie, je ferais une boisson au baobab. Tu vois, c'est un truc, c'était pas écrit dans mon histoire. Tu vois. Quoi ? Dans les lignes de ta main. Non, et pas le baobab. Je l'avais pas vu. Mais on a fait ça pendant 3 ans. C'était super bon. Alors, le baobab, c'est considéré partout en Afrique comme un superfruit. C'est mangé un peu comme on mangerait une orange, c'est-à-dire en ayant conscience que quand tu prends ton orange, tu fais ton shot de vitamines. Là, c'est un fruit qui est très différent. Tu vas prendre de la poudre. Enfin, à l'intérieur est sec, en fait. D'accord. Tu récupères cette poudre et elle est pleine de fibres prébiotiques. Et les fibres, c'est un des éléments qui te manque beaucoup dans ta diète parce que tu manques de fruits et légumes si tu es américain, même si tu es français, mais si tu es américain encore plus. Et les fibres prébiotiques, tu sauras tout. Tu vois, je vais t'apprendre un truc. C'est trop bien. C'est ce qui nourrit ta flore intestinale. Ok. C'est ce qui nourrit les bactéries, les milliards de bactéries qui sont là. Et quand ta flore intestinale est saine, alors tu es en capacité à avoir une bonne digestion, une bonne prise de poids, mais c'est aussi l'estomac, deuxième cerveau, parce que ça discute avec plein d'hormones qui font ton énergie. Oui, si ça va là, globalement, ça va il y a moins d'incidence ailleurs, quoi. Ouais. Donc, ta bonne alimentation et ta bonne prise de fibres, et en particulier de fibres prébiotiques, jouent sur tout ça. Donc, nous, on avait une boisson qui apportait tout ça. Voilà. Mais surtout, au-delà des bénéfices santé, pour moi, cette aventure, ça a été l'aventure d'une rencontre avec les femmes qui étaient en charge de la transformation de nos fruits, là-bas, en l'occurrence pour moi au Sénégal, en Casamance. Et j'ai été rencontrer ces femmes, et pour moi, ça a été tu me demandais un avant et un après. Je pense que ça vient toujours, les choses arrivent sur un terrain. Donc c'est venu sur un moment où j'ai été sensible à ça, peut-être particulièrement sensible aussi parce que mon dernier poste avait été à Franprix. J'étais DGA chez Franprix, donc je vendais de l'alimentation. Enfin, je vendais. Je n'étais pas derrière la caisse, mais ma mission était d'être un distributeur de produits pour nous nourrir. Et pour la première fois, je me retrouvais dans les chaussures d'un fabricant. Et pour la première fois, je réalisais un truc qui est une évidence, mais que j'ai seulement réalisé après 40 ans, c'est qu'il y avait des gens qui s'occupaient de la récolte. Quand même, moi j'ai grandi à Paris et j'ai pas de famille dans les champs, mais quand même c'est tard à 40 ans, en ayant bossé dans la distribution alimentaire, de se rendre compte de ça. Tu savais, c'est une autre chose de le voir. C'est une autre chose de le voir. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est ce qu'on appellerait un fruit exotique. Donc les conditions de vie des femmes en Casamance sont particulièrement difficiles. C'est des gens qui sont très heureux au Sénégal. Ils ont la banane. Ils te reçoivent toujours avec le sourire, mais pour autant, il n'y a rien. Ils dépendent de la pluie et du soleil et ils vivent de ce qu'ils arrivent à faire pousser. Et je connais pas si bien que ça le monde agricole français. Je l'interroge régulièrement au travers de mes invités parce que depuis, c'est devenu une obsession.
mais je ne le connais pas de première main. Mais j'imagine que les problématiques ne sont pas si éloignées que ça. Bien sûr. C'est une question de degré. Donc en tout cas, pour la première fois, moi j'ai pris conscience que nos produits, tout ce qui nous nourrissait, était fait... T'es allé à la source, quoi. Exactement. Et aussi en même temps que quand on baissait les prix chez nous, les premiers sur qui on baissait les prix, les salaires, c'était en fait à la source. Et c'était les endroits où les salaires avaient le plus de valeur. Donc le lien entre nos conditions de marché, qu'on cherche en permanence à améliorer pour travailler le pouvoir d'achat de nos consommateurs et augmenter les volumes, c'est quand même le modèle général d'aujourd'hui, des dernières décades. Ce lien-là avec les chaînes de production amont, je l'ai pris en pleine face au moment de la production de cette boisson. Et cette boisson, elle a eu ses hauts et ses bas. On a fermé un peu avant le Covid, en décembre 2019, janvier 2020. Et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais poursuivre sur la compréhension de cette voie-là et donner à entendre les voix que j'avais pu rencontrer sur mon chemin, qui étaient celles d'entrepreneurs engagés et aussi pas que d'entrepreneurs, en fait, de personnes qui croyaient dans leur capacité à faire les choses mieux. Donc, il y a un déclic entrepreneurial, c'est-à-dire qu'il y a une aventure qui s'arrête, un retour en France. J'imagine aussi tu fermes aux États-Unis, retour en France. Oui. On est en plein Covid. Complètement. J'ai les trois en même temps. Tu t'es pris les trois en même temps. Oui. Il y en a que c'est comme... Il y en a, c'est comme ça. Ça s'appelle un alignement de planètes ou plutôt une boussole qui a du mal à se retrouver. Comment tu décrirais plutôt cette situation à ce moment-là ? Écoute, en fait, c'est pas complètement en même temps pour moi parce que les choses se sont faites de façon consécutive. Je savais à l'été 2019 que ma société se terminait. À l'automne 2019, pour d'autres raisons, on a pris la décision de rentrer en France. J'ai vraiment fermé à Noël parce que c'est difficile, c'est douloureux de fermer une société, surtout quand il y a cru qu'elle a été belle et que ça prend quand même un peu de moi. Et dans la foulée, je décidais de lancer le podcast. Donc là, on est en février 2020, avant le Covid. Quelques semaines après, le monde est à l'arrêt, et moi avec. Et je dirais qu'en fait, le Covid a été... Alors, c'est un désastre pour le monde, mais pour moi, ça m'a donné une bulle qui m'a permis d'affiner ce que je voulais faire, de réfléchir aussi, parce qu'en fait, il y avait une concomitance des messages. Le monde m'envoyait un message. De te mettre à l'arrêt, finalement. De me mettre à l'arrêt et une forme de synchronicité aussi de ce qui me poussait à ce moment-là. Parce que tu vois, ces questions sur le sens, l'alignement, faire les choses différemment, des modalités industrielles qui sont un peu fucked up quand même. Ces questions-là, elles avaient une caisse de résonance qu'on a toutes et tous ressenties pendant le Covid. Donc ça m'a, je dirais, le Covid qui est arrivé dans la foulée m'a renforcée dans ma détermination de rentrer sur Paris en lançant Demain n'attend pas. Donc Demain n'attend pas est né sur un terreau assez fertile déjà d'engagement et de prise de conscience. Pourquoi tu as eu envie d'aller interroger des entrepreneurs ? Parce que tu aurais pu aller interroger un autre type. Alors, il n'y a pas que des entrepreneurs. On va revenir sur les cibles que tu as eues parce qu'elle est beaucoup plus large. Tu n'as pas eu 100 entrepreneurs au micro, mais bien plus. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'interroger une catégorie de personnes ? Et comment tu les as ciblées au démarrage ? Oui. Alors, ce qui était sûr pour moi, et ça, tu sais, parfois, tu as des convictions. Et alors, c'est marrant, je vais faire une petite parenthèse. Il y a quelque temps, j'ai interviewé Mathieu Dardaillon. Qui est d'abord une personne absolument géniale. Il a écrit un super livre récemment. Anti-chaos, parlons-en, parce que ça peut être la lecture de l'été de toutes les personnes qui nous écoutent. Et qui fait suite à d'autres livres, d'ailleurs, de Mathieu Dardaillon, hyper intéressants, dont Mettez vos talents au service de la planète, ou un truc comme ça. Je ne sais pas exactement quel est le titre, vous allez retrouver, mais ils méritent tous d'être lus. Et Mathieu dit beaucoup que dans l'accélération actuelle, on a un grand besoin d'aller décélérer et d'aller retrouver du temps, du silence. Lui, il le fait par la marche, beaucoup, il le fait par l'écriture. Chacun ses leviers, chacun sa temporalité. Mais d'une façon ou d'une autre, il nous incite à nous arrêter. Je te dis ça parce qu'en fait, le Covid, c'est un peu ça aussi. Le Covid m'a forcé à l'arrêt, à un moment où je l'aurais probablement pas été, parce que d'une part, c'est pas vraiment ma nature, et puis il y avait le retour en France, donc tu cavales aussi.
Mais ça m'a probablement permis d'entendre cette petite voix intérieure dont Mathieu parle beaucoup. Parce que il nous dit de nous mettre à l'arrêt pour ça, en fait. Il nous dit, dans cette accélération, on n'est plus capable de s'entendre. On n'est plus que dans des injonctions tout le temps. On passe d'un truc à l'autre. Et c'est seulement en allant marcher, en allant décélérer. S'entendre soi. Exactement. C'est seulement à ce moment-là qu'on est capable de se reconnecter avec nos envies, avec nos besoins intimes. Et je te dis ça parce que le podcast, je ne sais pas dire à quel moment je me suis réveillée en me disant, en fait, je vais faire un podcast et ça sera un podcast sur l'engagement. Je sais que c'était après que ma société était fermée, avec la conviction que j'allais rentrer en France et que je me suis posé la question de ce que je voulais garder de l'Amérique et de cette société. J'avais l'image d'un tamis. Tu vois, tu as ton tamis et tu mets plein de sable dessus et tu te demandes quels sont les cailloux qui vont rester sur le dessus de ton tamis. Parce que je voulais penser mon retour. Je n'avais pas tellement pensé mon départ aux États-Unis. Je voulais penser mon retour. Donc, tu vois, je me posais ces questions-là. Mais à quel moment ça a fait naître en moi cette espèce de conviction très ferme de... En fait, c'est très, très simple. Je vais faire un podcast et je vais aller rencontrer ces gens-là parce que moi, j'en ai besoin. Je suis certainement pas la seule. Ça va forcément répondre aux besoins d'autres personnes. Parce que j'ai envie de venir au titre. Et on sent comme une urgence. Demain n'attend pas. C'est là, quoi. C'est maintenant. Comment il t'est venu ce titre et qu'est-ce que ça veut dire pour toi derrière ? Alors, pour tout te dire, ça n'a pas été le premier titre. Ah, ouais, tu vas voir vraiment les tambouilles. C'est à cet épisode qu'il faut nous dire que c'était quoi les autres titres ? Alors, quand j'ai voulu me lancer dans cette aventure-là, j'ai fait un brainstorm et ce qui était ressorti, c'était un titre anglophone, ce qui aurait été une très mauvaise idée. Et c'était « So good to hear », tellement bon à entendre, où il y avait moins cette notion d'urgence, mais cette envie de montrer ce qui fonctionne, de montrer les gens qui changent le monde et qui y arrivent, de nous laisser y croire, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai eu un copain au téléphone qui était en France. Moi, j'étais en plein Covid, confinée aux États-Unis. Je lui ai raconté mon histoire. Et ce copain-là m'a dit, mais fais pas ça, fais ça si tu veux, mais change ton titre. Il y a un truc qui s'appelle SoPress, qui va lancer So Good. C'est pas encore sorti, mais moi je les connais. Toi, tu vas sortir toute seule dans ton coin. Tu vas peut-être pas commencer en ayant un titre qui leur ressemble et en ayant un positionnement qui est pas très loin d'eux. Merci Cédric, si tu m'entends, je t'en suis éternellement reconnaissante. Donc je suis repartie en brainstorm et là, Demain n'attend pas est arrivé tout de suite. J'aimais bien le côté un peu de James Bond aussi, tu sais, c'est un peu un titre d'un film de James Bond, Demain n'attend pas. Ouais, complètement. Ouais. C'est une mission pas impossible. Ouais, exactement. Qu'on pourrait croire impossible, mais non. Ouais. Et je suis heureuse de ce titre-là. Effectivement, il y a quelque chose d'un peu pressé dedans, peut-être trop. Mais il y a quelque chose... Pourquoi trop ? Parce que comme ça, tu dis trop ? Parce que je pense que l'accélération qu'on vit est responsable d'une grande partie de nos problèmes. Alors là, c'est un grand débat. Ça a été un peu théorisé par un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, et qui nous parle qui met en équivalence accélération et aliénation. Et cette accélération, elle est dans nos vies professionnelles, qui nous incite à toujours plus de productivité. Elle est dans nos productions, où on est beaucoup dans la quantité et pas dans la qualité. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alimentation. Mais c'est vrai du textile, c'est vrai du tourisme, c'est vrai de la plupart de nos industries. Tous les secteurs aujourd'hui sont touchés. Il en faut toujours plus. Ouais. Même les podcasts. Absolument. Tu produis combien d'épisodes par mois ? 2. C'est 2. Mais je résiste à l'accélération, puisqu'il en faudrait... On me dit régulièrement qu'il en faudrait un par semaine. Ouais. Mais tu as absolument raison, le contenu se fait effacer. Et dans nos vies, on a une accélération folle avec les outils digitaux qui pénètrent toutes nos vies tout le temps et on doit répondre en permanence. On est pris dans cette roue du hamster. Donc je trouve qu'on sera en capacité à répondre aux enjeux du siècle quand on sera en capacité à mettre à distance, à la juste distance, cette accélération. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis peut-être que mon titre est un peu trop dans l'accélération lui aussi. Et peut-être que si je le nommais aujourd'hui, je veillerais à être un peu moins là-dedans, peut-être. Okay.
mais je vais pas le changer. Non, c'est pas le moment. 100e épisode. Non. Faites On va déjà faire avec. l'acquis. Ouais. Et justement, on va parler des 100 personnalités que tu as eues à ton micro. Alors là, on t'a couvert tellement de champs, que ce soit des artistes, des écrivains, des écrivaines, philosophes, scientifiques. T'as balayé un champ assez large pour répondre à cette urgence, en tout cas, d'avoir des témoignages qui donnent envie d'agir. Ouais. Parce que c'est ça, aujourd'hui, quand on écoute tes podcasts, c'est qu'on se dit... Oh, il y a quelqu'un qui m'a inspiré. J'ai écouté l'autre jour le fondateur des boulangeries végétales. J'ai oublié son nom. Rodolphe Landmen. Rodolphe, bon, si tu nous écoutes, on t'adore. Moi, j'ai trop envie de retourner parce que je connais bien ce qu'il fait aujourd'hui à Paris et ses différents concepts. Mais on est inspiré par toutes les personnalités parce que tu as aussi une manière de les inviter à parler différemment. Parce que c'est souvent des gens aussi qui sont assez sollicités, qui ont déjà... une parole, donc médiatique, ils ont déjà une manière de s'exprimer, mais tu as une manière de les amener à dire des choses et à les creuser, un petit peu comme l'exercice que j'essaye de faire avec toi. Et pourquoi tu as cette envie aujourd'hui de chercher aussi leur driver à eux? Alors d'abord, il y a la beauté du podcast, et je pense que c'est ce qui m'a attirée dans ce média. On parlait tout à l'heure d'accélération, on est dans du temps court. Il faut maintenant, c'est des shorts d'1 minute qu'il faut extraire, c'est des vidéos TikTok qu'on scrolle. Le podcast, c'est le retour du temps long. Ils font en général 40 minutes, mais comme je suis une podcasteuse indépendante, je fais ce que je veux. Donc il y a certains épisodes qui en font plutôt 1 heure. Voilà, et certains plutôt 30. Enfin, je m'adapte, mais dans tous les cas, on est dans du temps long qui permet d'aller creuser et... par opposition avec la radio qui surfe sur une actualité, on peut s'interroger, on peut se poser. Et ça, c'est vraiment ce que je cherchais. Après, tu poses une question très juste. Je cours plusieurs lièvres à la fois dans mes podcasts. J'ai une question lancinante qui est pourquoi ? Comment t'en es arrivé là ? Et j'essaye que dans les profils, il y ait des jeunes, des vieux, des gens très diplômés, des gens pas diplômés du tout, des gens engagés à 19 ans, voire plus jeunes, des gens qui ont eu la révélation à 50, voire plus vieux. Des gens qui viennent d'arriver en France et d'autres qui sont français depuis des générations, pour montrer que l'engagement n'a pas de racine, il est pour tout le monde. Mais pour autant, il y a bien, comme je vais voir que des gens qui ont réussi leur engagement, entre guillemets, qui ont réussi cette transition, il y a bien quelque chose à creuser. Je pense que ça fait écho à la première question que tu me posais. Tu me demandais c'était quoi l'engagement pour moi dans ma famille ? Et je t'ai répondu un peu longuement pour te dire probablement qu'il était là. Mais en fait, moi, j'ai fait 20 ans de vie professionnelle sans aucun engagement, en travaillant le mieux possible, mais sans aucun vrai engagement. Et j'y suis arrivée par hasard. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est hyper important dans ma vie. Tu vois, j'envisagerai plus du tout les postes d'avant. L'époque n'est plus la même non plus, mais bon. Et je me demande comment j'ai pu passer à côté aussi longtemps, alors que j'avais un terreau plutôt fertile. Et ça, tu vois, le premier lièvre que je cours, c'est celui-là. C'est pourquoi est-ce que cette personne en face de moi, elle a compris avant moi ? Qu'est-ce qui a fait ? Donc ça, j'ai une vraie curiosité derrière ces premières questions. Ouais. C'est quoi l'histoire qui fait qu'à un moment dans leur vie, ils ont voulu participer à une cause qui est plus grande qu'eux. Et parfois, ils le font seuls, ça leur arrive. Mais je prends quand même, dans ces cas-là, des gens qui, même s'ils sont seuls, rayonnent au-delà de leur propre activité. Et souvent, c'est des gens qui ont monté une plateforme d'impact qui fait que, en fait, ça les dépasse très largement et demain, ça vivra sans eux. Donc, le premier lièvre, c'est ça, c'est pourquoi ils endossent cette responsabilité. Mon deuxième lièvre, c'est de veiller à ce que les enjeux soient replacés et qu'on sache pourquoi est-ce que, a priori, si je choisis la thématique, c'est qu'il y a un vrai sujet derrière et qu'on devrait tous avoir un peu les chakras ouverts dessus. Et mon dernier lièvre, c'est le projet lui-même, évidemment, parce que c'est ça aussi qui nous donne envie de nous engager. Et parfois, j'ai des invités qui ne veulent pas répondre. C'est vrai ? Oui. J'en ai eu qui ont eu des raisons dramatiques et en fait, ils ne veulent pas en parler. Ok. D'autres, ils considèrent qu'ils n'ont rien à raconter là-dessus. Et c'est la cause qu'ils défendent qui est la clé. Et si c'est le cas, on n'en parle pas. Ok. Parce que je respecte qui ils sont. Mais j'aime bien quand on peut en parler. Je suis un peu frustrée dans ces cas-là. Ben oui.
Parce que creuser, finalement, c'est avoir aussi une partie que tu pourras raconter aux auditeurs, auditrices, qui pourraient peut-être s'engager, parce que ta cible, généralement ceux qui écoutent tes épisodes, et d'ailleurs après on aura une autre question là pour les auditeurs, mais t'as envie qu'ils se disent quoi quand ils écoutent ton épisode? Qu'est-ce que t'as envie que ça procure et ça... Il ressort, j'espère, avec donc une meilleure compréhension du monde et aussi avec une envie de plus faire de bullshit job, une envie d'alignement, le sentiment, j'espère, que s'il écoute 1, 2, 3, 100 épisodes de personnes qui ont réussi à le faire, ça lui donne confiance, avec des profils très différents, ça lui donne confiance dans le fait que lui aussi, il peut y arriver. Et que dans tout ça, il y a bien une cause qui va l'intéresser. Et que c'est peut-être pas celle qui a été montée par mon invité, mais en tout cas, ça va peut-être lui ouvrir les chakras sur... la manière dont ça a été fait. Exactement. Ouais. Ça va... Donc, il n'y a pas de réponse, c'est pas un guide, ces épisodes, mais ça a vocation à aller t'interpeller, toi qui m'écoutes. Et alors, je dis parfois que c'est Demain n'attend pas, c'est comme le supplice chinois. Tu vois, il ne se passe pas grand-chose avec une goutte. Tu sais, le supplice chinois, c'est quand tu as des gouttes qui te tombent dessus les unes après les autres. Tu t'écoutes, tu as une goutte, il ne se passe pas grand-chose. Bon, tu écoutes un épisode, ok. Mais quand tu te prends les gouttes les unes après les autres, quand tu te prends les épisodes les uns après les autres, je pense que ça trace un sillon qui fait que demain, tu ne vois plus le monde de la même façon et tu ne vois plus ton rôle dans le monde de la même façon. Et ça te donne envie de te bouger. T'as quand même comparé ton podcast à un supplice. Hein. Ouais, un peu. Alors que je te le dis, je suis pas porte-parole de tes auditeurs et auditrices, mais c'est pas du tout un supplice, au contraire. Alors, et souvent aussi, ça... Et moi, je me souviens de l'épisode avec Brigitte de L214, ça nous met dans un état de colère aussi, parfois. Ouais. Parce que tu donnes la possibilité à tes invités de mettre en lumière des choses qui sont là, sous nos yeux, parfois qui manquent parfois aussi de visibilité. Et comme tu vas creuser avec eux ces sujets et que tu vulgarises aussi, parce que ces épisodes, tu l'as dit, de 30 à 45 minutes ou parfois 1 heure, on n'a pas le temps non plus d'aller faire un exposé, et c'est pas l'objet du podcast. Mais parfois, on ressort avec de la colère. Faut qu'on se dise. Alors, quand je disais que j'avais envie que mes auditeurs ressortent avec une meilleure compréhension du monde, pour certains sujets, c'est évident. Tu vois, quand je parle du réchauffement climatique avec François Gemène, en vrai, on est tous conscients du réchauffement climatique. Il va nous expliquer des choses sur le comment, du pourquoi, etc. Mais en fait, on sait. Il y a d'autres sujets sur lesquels, en vrai, on ne sait pas. La plupart d'entre nous, en tout cas, ne savent pas. Et tu donnes l'exemple de Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214. C'est un très bon exemple. La plupart d'entre nous ne connaissent pas les conditions de l'élevage en France aujourd'hui. Et pourtant, on mange tous les jours, 3 fois par jour. Si on a un régime, le régime moyen français, on mange très carné. Et on a complètement désincarné ce qu'il y a dans nos assiettes. On mange carné, c'est désincarné. Oui, je veux dire, bonne utilisation. C'est comme si on mangeait un objet, tu vois, qui avait été produit par une imprimante 3D. C'est comme si les poissons, ils arrivaient frits et carrés. Voilà. Mais en fait, c'est pas vrai, il se passe des choses derrière. Mais parce qu'on est très loin du monde agricole, parce que... plein de raisons. Grande distribution, le marketing, tout est derrière l'industrie aussi. Plein de raisons. Et pas... moi, je veille à jamais avoir une vision complotiste. Globalement, je pense pas que le monde corporate, l'entreprise, je pense pas que les gens soient méchants dedans. Mais pour autant, on se retrouve aujourd'hui dans un système qui fait qu'on a perdu cette compréhension. Donc, tu as raison, quand tu écoutes Brigitte Gauthier, tu te dis, putain, en fait, c'est pas à la marge. Quand je trace sur ma route ou dans mon TGV et que je vois des vaches, j'ai l'impression qu'il reste des vaches, mais en fait, c'est pas vrai. Il reste quelques vaches. Brigitte Gauthier, elle te dit la réalité de l'élevage, et c'est 80, 90, 95% selon les espèces, dans des enclos qui ne voient jamais la lumière du jour, jamais de leur naissance à leur mort. Et pour les petits veaux, par exemple, ils sont dans des enclos d'1 mètre sur rien du tout. C'est-à-dire, en fait, ils sont pris autour de la taille et ils ne peuvent pas bouger. Et c'est ça leur vie. Voilà. Alors, une fois que tu as vu ça, effectivement, tu peux être en colère. Ça peut t'inciter derrière à aller voir les vidéos de L214 parce que c'est une association qui va filmer et qui montre ça.
Alors, ce que je te dis, c'est la version sympathique parce qu'il montre aussi des trucs bien plus horribles. Je me sens pas capable, moi, personnellement, de les regarder. Je comprends. Mais comment on... Mais à défaut de le regarder, tu peux entendre les chiffres. Bien sûr. Et ça, tu vois, je pense que ce qu'a dit Brigitte Gauthier, c'est tout ce qu'elle dit est entendable. Alors que tout ce qui filme n'est pas visible. Bien sûr. Parce que la réalité est horrible, en fait. Donc effectivement, ça peut nous mettre en colère. Ce que je vise derrière cette compréhension, c'est de dépasser la colère pour se dire qu'est-ce que je change, moi ? Je crois qu'on a tous une capacité à participer au changement du monde. Je crois que quand toi, tu réduis ta viande, et il n'y a pas de course à la pureté derrière, parce que je suis loin d'être une grande pure, donc je veille à pas donner de conseils. Mais dans ce qu'on essaye d'améliorer, on devient à nouveau le porteur d'un récit parce qu'on est vu par nos voisins, par nos copains, par nos enfants. Et on embarque sur ce chemin-là. Et on n'a pas besoin d'être... de tout faire bien à 100% pour y aller. Il y en a un qui en parle très bien, c'est Frédéric Laloux, le fondateur de The Week, qui a un programme d'embarquement sur les sujets écologiques. On remettra, c'est toi qui remettras dans les notes de l'épisode le lien vers cet échange. Alors pourquoi il en parle très bien, c'est qu'il dit justement commencez par faire ce qui ne vous coûte pas. Peut-être que pour vous, l'avion, ça va vous coûter. Donc on a tous des choses qui sont plus ou moins faciles et qu'on peut faire et qui permettent de se mettre en mouvement. Et si on attend d'être tout parfait, on ne fera jamais rien. Donc ce que j'espère, c'est qu'à l'écoute des épisodes, on se demande là-dedans, moi, je peux participer à quoi ? À titre individuel, parfois à titre associatif, parce que peut-être que j'ai envie de rejoindre, de soutenir, d'envoyer un chèque, de passer un peu de temps. Les associations, elles ont toutes besoin de gens, de compétences et de temps, et de sous, et de partenaires entreprises. On revient à la dualité que tu avais exprimée en début d'interview. Le côté entreprise et engagement asso. Tu vois, il est ressorti très fort. Oui, bien sûr. Les assos ont besoin que les entreprises soient en partenariat avec elles, les financent, les relayent, les diffusent dans leur avec du temps de leurs salariés. Enfin, il y a beaucoup de porosité entre ces deux mondes qui est nécessaire. Et enfin, le dernier levier d'action, on y revient, c'est comment est-ce que je peux faire pour que mon activité professionnelle participe un peu à cet enjeu que j'ai compris dans cet épisode. Et si ça m'a mis en colère, au moins, ça a eu le bénéfice de me faire réagir. Complètement. Mais il faut passer au-dessus de la colère après. Et il y a d'autres personnalités que tu as eu à ton micro qui peuvent aussi, d'une autre manière, influencer, ou en tout cas inspirer plutôt qu'influencer des personnes dans un passage à l'action individuelle ou collectif, les artistes. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait pas forcément l'associer, le monde artistique, comme ça de prime abord, sur les sujets environnementaux ou autres, et pour autant tu les as eu à ton micro. J'en ai quelques-uns, je les ai listés. T'as eu JR qui est quand même très très connu, Marine Calmet, t'as eu non pas du tout Marine, elle est juriste, excuse-moi, Reza, Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, il est explorateur, donc il est un peu à sa façon, il est un peu artiste, mais pas complètement. Dans les artistes, ça a été Laurent Balesta, qui est un photographe sous-marin extraordinaire, qui a été primé plusieurs fois par le Museum of Natural History de Londres, qui est le grand prix des photographes naturalistes. Okay. Il l'a eu 4 fois, premier français à l'avoir. C'est dingue ce qu'il fait. Reza, qui est un photographe de guerre, qui fait des photos sublimes pendant la guerre, ce qui pose quand même des questions. Ouais. JR, t'en as parlé. Dans une table ronde, mais malheureusement pas encore à mon micro, Enki Bilal, le dessinateur de science-fiction. Et j'attends de l'interviewer. Enki, réponds-moi. Tu réponds déjà à ma question de qui t'as envie d'avoir au micro pour la saison 2. Lui, on se parle. J'espère bien qu'il sera dans la saison 2. Ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est la saison 2 après 100 Non, je vais continuer. Ça en sera 101, 102. Ah, ok. Je change pas beaucoup le... Mais non, c'est pas mal les gros chiffres quand même. Ouais, exactement. Et pour répondre à ta question, parce que c'est une très bonne question, tu pourrais te dire que l'art, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. C'est pas ce que je pense personnellement, en plus. Mais... Tu pourrais te dire que par rapport aux récits, que les récits, au contraire, par rapport à l'impact que peut avoir une association qui va nourrir des sans-abri,
ou une entreprise qui change radicalement sa supply chain et achète différemment pour que ce soit respectueux de la terre, ou tu vois, un Rodolphe Landmen qui va faire de la boulangerie de façon très différente, par rapport à ça, tu peux te demander quel est le rôle d'un artiste. Alors, je pense, comme toi, l'art a beaucoup de rôles. D'abord, ils construisent des récits collectifs. Ils nous donnent à voir le monde. Et on bouge parce qu'on voit le monde de façon différente. Il y a un épisode qui n'est pas encore sorti. Quel teasing, Delphine. Qui sortira à la rentrée, qui est avec une dame qui s'appelle Anastasia Mikova, qui fait des documentaires, et qui a travaillé longtemps avec Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand, qui fait partie des artistes invités d'ailleurs, précédemment. Et Anastasia, elle fait des documentaires sur des sujets très lourds. Donc, elle en a fait un avec Emmanuel Béard sur l'inceste, qui s'appelle Un silence si bruyant. Elle est ukrainienne en ce moment. Elle fait un film sur des femmes en Ukraine. Donc, c'est des sujets très importants, mais c'est et lourds. Mais sa parole nous permet d'envisager, de comprendre ces sujets-là et de les envisager de façon différente. Alors, tu vas me dire, c'est des docus, c'est pas une image comme celle d'Arthus Bertrand ou de Laurent Balesta, qui sont d'abord des belles images. Et là, je te dirais, d'abord, oui, tu as raison, il faut avoir de l'humilité. Et un Laurent Balesta te répond avec une humilité infinie. Il te dit, si les images sauvaient le monde, ça fait belle lurette qu'avec toutes les images qu'on a fait des ours sur les banquises, le problème serait réglé. Donc oui, une image ne sauve pas le monde. Pour autant, l'image sensibilise et nous recrée un lien émotionnel avec la nature. Et ça, c'est quand même indispensable. Et un Laurent Balesta sous-estime le travail qu'il fait pour nous faire voir les mystères sous-marins qui nous sont complètement inconnus et qu'on n'a aucune chance de vouloir défendre. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, les fonds sous-marins sont attaqués. On n'a aucune chance de vouloir les défendre si on ne les voit pas, les comprend pas et si on n'en voit pas la magie. Donc là, on en revient au jambon qui n'a pas la tête du cochon dessus, mais si on mettait des images sur ce qu'on mange, ce serait quand même différent. C'est sûr. Et donc mettre des images sur ce qu'on défend ou sur ce qui est attaqué, c'est sûr que ça aide. Vrai. Ouais. C'est hyper vrai. Et ça rejoint un de mes principes dans le podcast qui est, je veux donner de l'information hard fact, tu vois, des chiffres et on en est où. Mais le fait de parler de trajectoire, de chemin, de difficultés, etc., c'est aussi parler du sensible et faire vivre. Et l'art, c'est ça au quintuple, tu vois. Ton image de cochon, c'est ça aussi. C'est comment est-ce que, au-delà des chiffres, parce que c'est pareil, les chiffres, si ça suffisait, ça fait belle lurette que le problème serait réglé, parce qu'en fait, on les a, les chiffres des problèmes climatiques. Mais il faut redonner une voix, redonner une émotion qui est perdue derrière les chiffres, ou en tout cas, essayer de faire qu'il y ait les deux. Ouais. Est-ce que parmi tous les invités, si on fait un petit regard dans le rétroviseur là, sur les 100 derniers épisodes, donc avec cette variété, on a parlé des entrepreneurs, des artistes, la philosophie, tu as eu Marie Robert quand même à ton micro. Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce que tu aurais un fil rouge entre tous ces profils, toutes ces personnalités que tu as eu au micro? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, qui est commun? D'abord, c'est tous des gens qui essayent de construire un monde meilleur, par définition, parce que c'est comme ça que je l'ai choisi. C'est mon angle éditorial. Je vais chercher, on l'a dit, aussi bien du monde de l'entreprise que du monde associatif, que du monde artistique, scientifique, peu importe ton champ, pourvu qu'il y ait cet impact sur le monde, cette capacité à participer à la solution. Donc ça, c'est le fil rouge. Après, du coup, comme ils réparent quelque chose, ils ont un autre fil rouge qui est de faire le constat que le monde ne va pas très bien, qu'il y a plein de choses qui sont cassées aujourd'hui. Donc, ce que j'espère, c'est que mes auditeurs n'en restent pas à la colère ou à la tristesse de ce constat-là, mais qui sont embarqués par ces invités dans la reconstruction de quelque chose de différent et dans la conviction que ces invités-là apportent que cette reconstruction, ce monde différent, il est au moins aussi bien et probablement mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Avant de parler du futur, il y a une question que j'ai envie de te poser aussi. Si quelqu'un ne connaît pas ton podcast, ne connaît pas le projet qu'il y a derrière, par quel épisode tu lui conseillerais de rentrer dans le podcast?
Voilà, je te demande pas de choisir parmi tes enfants, hein, mais c'est vrai que là, c'est compliqué. Mais est-ce que ou alors quelques-uns, si tu n'arrives pas à choisir, mais on rentre comment dans ton podcast? Parce que 100 épisodes, si on commence à le connaître maintenant, lesquels? Alors, j'ai envie de te dire, tu rentres par le dernier, tu vois, puis après, tu vas chercher ce qui t'intéresse. Venez parce que vous avez envie de comprendre le monde, parce que vous posez des questions. Et parce que vous interrogez sur sur votre propre alignement et votre propre participation au monde. À partir de là, allez y chercher vos intérêts. Parce que si vous êtes sportif, vous allez y trouver une Marie-Amélie Le Fur, qui est une grande championne paralympique, qui est extraordinaire. Vous allez y trouver des explorateurs comme Jean-Louis Etienne. Épisode dingue. Si vous êtes plutôt préoccupé par les enjeux climatiques, vous allez y trouver pas mal de scientifiques ou aussi des gens qui sont des porteurs de solutions sur ces sujets-là. Si vous êtes préoccupé par l'école, la République, la laïcité, c'est une autre porte d'entrée. Donc, finalement, tu as quand même un panel assez large aujourd'hui pour n'importe quel auditeur, auditrice aujourd'hui, peu importe son niveau de connaissance ou d'éclairage sur ces sujets, puisse venir picorer, se rajouter un peu de vernis sur des couches qu'il aurait déjà ou complètement découvrir quelque chose. Alors, moi, je dis toujours à mes invités de se rappeler que mon audience ne connaît pas son sujet. Et c'est peut-être le seul message que je lui fais passer, c'est celui-là. Parfois, ça ne marche pas parce que j'ai des invités qui continuent à utiliser des acronymes, etc. Mais en général, ils entendent ça. Et comme justement, je passe volontairement d'un sujet à l'autre, il faut considérer que mon audience ne connaît pas ce sujet-là, elle n'a aucune raison de le connaître. Donc surtout, n'attendez pas d'être spécialiste pour venir écouter Demain n'attend pas. C'est une façon de rentrer dans un sujet et d'y être embarqué. Et d'avoir foi en l'avenir. On y vient. Exactement. On y vient justement parce que dans Demain n'attend pas, il y a demain. On fait un peu de prospective avec le recul que tu as aujourd'hui en tant qu'hôte du podcast, parce que t'es en première ligne, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis tes invités, tu prépares les interviews, donc tu es éclairé sur ces sujets, ces nombreux sujets que tu as maintenant. Est-ce que tu peux nous faire un petit exercice et tu vas me dire, merde, elle n'était pas dans la préparation cette question. J'adore, moi, et au regard des éléments qu'on a devant nous, quelle direction on peut prendre? Et là, au regard des 100 épisodes, des 100 invités, puis on va parler du livre Les Inspirants juste après, c'est quoi le monde en 2050 avec avec tout ce que les invités ont fait, toutes les initiatives qui existent et tous les 100 prochains épisodes que tu auras. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le monde idéal en 2050 ? Alors, on part pas dans des trucs utopistes qui sont pas réalisables, mais concrètement, si on change des petites choses ou si on écoute tel et tel invité, enfin, en gros, dessine-nous un peu le futur que tu vois, toi. Alors, j'aime bien que tu dises que on n'est pas en train de dessiner l'équivalent utopique de Mad Max, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas 2050 qui fonctionne, c'est pas un truc d'utopie, en fait. L'essentiel des solutions sont sur la table, on les connaît, elles sont devant nous. Donc, il est tout à fait facile d'envisager un monde qui est pas très, très différent du monde d'aujourd'hui, mais qui fonctionne éminemment mieux. Donc, si on prend différents secteurs, tu vois, ou si on te suit sur une journée, tu vois, à quoi ressemble ta journée dans un monde qui fonctionne. Déjà, si tu habites en ville, tu habites dans une ville qui est éminemment plus végétalisée et avec des transports en commun qui fonctionnent mieux qu'aujourd'hui et avec un vélo qui fonctionne bien où tu n'as pas l'impression que tu vas te faire, en tout cas quand tu habites à Paris, écraser à chaque tournant. Pour les voitures qui sont là, c'est des voitures qui fonctionnent à l'électrique avec une électricité décarbonée. Voilà, tu vois, quand tu dis ça de la ville, t'as pas du tout l'impression de réinventer une ville. Non. C'est aussi une ville dans laquelle on a plus de liens. Aujourd'hui, on est dans une ville où on fait du trajet, mais on s'occupe pas des gens. Et tu vois, j'avais reçu quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Potvin qui a créé une ONG qui s'appelle Entourage, qui est là pour recréer du lien entre les habitants et les SDF qui habitent en bas de chez eux. La vérité, c'est qu'on ne les voit plus. Et on les a invisibilisés comme du mobilier urbain. Donc, je pense qu'une ville de 2050 qui fonctionne, c'est aussi une ville dans laquelle les liens humains sont plus présents qu'aujourd'hui. Des liens avec les personnes de la rue, les liens avec nos anciens et les liens avec nos enfants. Et toi qui travailles sur l'intergénérationnel, ça doit te parler beaucoup.
Et comment ces liens sont plus présents? Je pense que c'est une question de répartition de notre temps aussi. On parlait de l'accélération tout à l'heure. Aujourd'hui, dans nos stades de vie dans lesquels on est toutes les deux, on est très happés par nos métiers. Et puis, dans le temps qui reste, on va le donner à nos familles et à nos enfants si on en a. Et puis après, on a des miettes. Moi, je suis convaincue qu'il y a un équilibrage à repenser qui permette de recréer du lien. Voilà, l'ensemble de ces liens-là qu'on vient de décrire. Il y a une autre personne qui en parle très bien, c'est Marie Robert. Tu as évoqué son nom tout à l'heure et je vous encourage à vous qui écoutez derrière ce micro, j'aime bien parler aux auditeurs, je vous encourage à aller écouter son épisode. Il avait été publié en début d'année parce que un de ses thèmes, c'est vraiment celui-là, c'est comment se rendre disponible pour l'altérité, comment recréer du lien dans un monde dans lequel, avec cette grande accélération et cette place de notre vie professionnelle, on a détruit ce lien-là. Donc il y a un monde qui fonctionne en 2050, c'est d'abord ça. Et puis après, du coup, comme nos ressources de fait seront plus limitées, qu'on le veuille ou non, au rythme où on va, c'est aussi un monde dans lequel on a accéléré les industries qui fonctionnent et décéléré celles qui servent vraiment à rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui servent à rien. Ce qui est génial, c'est qu'en effet, on a tout déjà entre les mains. Ouais. C'est plutôt un curseur à bouger. C'est un curseur, tout à fait. Et c'est pas... Et il y a une autre image que j'aime prendre aussi. Dans nos industries, telles qu'on les vit aujourd'hui, l'accélération s'est faite sur les 20-30 dernières années. Dans le textile, on a doublé le nombre de produits achetés sur, je ne sais plus si c'était 30 ou 40 ans. Chaque personne, en moyenne, en France, aujourd'hui, achète en moyenne 50 produits. Moi, ça me paraît complètement délirant. Et ces chiffres-là ont fait x2 donc, par rapport à il y a une trentaine d'années. Revenir à il y a 30 ans, donc j'ai tout osé à ce podcast, j'ai dévoilé mon âge, c'est revenir à quand j'avais 20 ans. J'ai pas l'impression que c'était l'âge des cavernes. J'ai pas l'impression qu'on était malheureux. On faisait attention à nos vêtements. J'ai pas l'impression qu'on n'en achetait pas. J'ai l'impression qu'on en prenait soin. Et ce que je dis des vêtements est vrai de tout. On mangeait peut-être pas de la viande tous les jours, mais on a mangé de la viande. On n'était pas du tout dénutris. On mangeait tout à fait très, très, très bien. Mais la baisse des prix sur l'ensemble de nos industries a créé la situation dans laquelle on est. Si on est capable en 2050 de revenir là où on était en termes de mode de consommation il y a 30 ans, avant cette grande accélération, et on en revient justement sur le trop vite. Un bon bout de chemin. Ouais, c'est clair. On ne peut pas arrêter aujourd'hui la croissance économique parce qu'on repose dessus et ce serait impossible. Mais comment on peut aller chercher une décroissance positive? Oui. Ouais. Alors, il y a Jean Covici qui en parle énormément. Ouais. Mais il faut que tu vas l'avoir à ton micro. J'aimerais bien. C'est un appel. Si tu m'entends ou si quelqu'un m'entend qui connaît Jean-Co, surtout faites-moi signe. C'est un appel. Lance un appel face caméra si quelqu'un... Si quelqu'un peut me mettre en relation avec Jean-Marc, on va l'appeler Jean-Marc. Surtout, faites-moi signe. Il y a lui, je pense à une autre personne. Oui, il y a d'autres personnes qui en parlent, qui parlent pas, en fait... Alors, il y a des gens qui parlent de décroissance. Moi, j'en parle pas. Et en fait, Jean Covici n'en parle pas non plus. Et il y a pas mal d'économistes qui n'en parlent pas de cette façon-là. Par contre, il parle de croissance choisie. Il dit, voilà, dans un monde aux ressources finies, limitées, il va falloir choisir à quoi on alloue les croissances, les ressources. Ouais. Il y a des secteurs qu'il va falloir faire croître, et beaucoup, et d'autres qu'il serait temps de voir décroître. Après, ça lève plein de questions, parce que les économies dirigées n'ont pas eu un très bon succès par le passé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la question des incitations. On n'a pas parlé de Pascal Desmurger, mais Pascal Desmurger, patron de la Maïf, mais aussi patron du mouvement Impact France. Grand monsieur. Il dit plein de choses au micro de Demain n'attend pas, mais notamment sur ces sujets. Il parle de la capacité, sans évidemment revenir à une économie dirigée comme dans les grandes heures des pays communistes, mais quels sont les leviers qu'on a pour favoriser ça. Et il parle notamment du conditionnement des aides d'État, de tous les appels d'offres publics. Voilà, il dit, en fait, on a plein de choses, plein de leviers à notre portée dans notre économie capitaliste qui est la nôtre aujourd'hui pour favoriser cette évolution.
tu vois, je vais ressortir de ce 100e avec l'envie d'aller creuser d'autres sujets et surtout dans un monde aujourd'hui, on l'a décrit tout à l'heure, faut se lever aujourd'hui de bon pied et de se dire, de trouver des moments où on va être joyeux et heureux. Parce que bien heureux, peut-être ceux qui ne sont pas avertis. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à penser que les gens ne savent plus. On en parlait l'autre jour, pas à ce micro, mais à un autre moment. Tu sais ce que tu as dans ton assiette maintenant. Tu sais ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, on est éclairé, on a les sujets. Donc c'est difficile de faire fi de tout ça. C'est difficile parfois de trouver des sources de bonheur. Oui. Et ce qui est génial avec ton podcast, c'est qu'on va les trouver. Et le premier nom que tu avais à l'origine, c'était aussi ça, c'était de remettre le positif dans un monde qui est très binaire, où on remet beaucoup en question les paroles, même des scientifiques. Récemment, la preuve en est avec la loi du plomb, où on va dire, on marche sur la tête. Certains médias aussi sont décriés, pointés du doigt. Bien sûr. Donc on est dans un monde qui est assez difficile, très trivial et très blanc-noir. Et remettre de la nuance, remettre du positif, remettre une perspective. Ouais, et aussi, et ça c'est quelque chose que je fais peu, parce que j'ai en général un invité, mais que je fais à la marge dans des tables rondes, remettre des désaccords constructifs. Ouais. Alors, il y en a une qui en parle très bien, que je n'ai pas encore interviewée, mais j'aimerais bien, c'est Delphine Orviller, qui est une femme rabbin de courant libéral, et qui est très intéressante là-dessus, parce qu'elle parle justement de cette nuance, de cet éloge de la nuance, tu vois, qu'il est indispensable de remettre dans les discussions aujourd'hui, et de cette capacité à faire rencontre. Moi, j'ai envie de te poser aussi d'autres questions sur le livre, Les Inspirants, parce que c'est un livre qui est issu du podcast quand même, et ça c'est assez fort, bravo. C'est une grande joie. C'est une énorme joie, puis c'est surtout un gros travail. Parle-nous un petit peu de la genèse de ce livre, comment il a été construit, qui t'a eu au micro, et puis surtout donne un petit peu envie. Parce qu'en plus j'adore la première de couve. Elle est super belle. C'est vraiment un travail collaboratif avec les éditions de l'Aube, qui a été ma maison, et on a bien bossé dessus. Écoute, je te disais, c'est une grande joie. Pour moi, ça a été un projet important. Tu parlais tout à l'heure du fait que l'accélération, elle existe dans le contenu aussi. Donc, c'est vrai dans le podcast. On passe d'un épisode à l'autre, et les épisodes, alors même que le contenu n'est pas périmé, en fait, ils sont plus bas dans la liste et personne ne scrolle. Donc, en fait, ils n'existent plus au bout d'un moment. Et donc, moi, je restais avec un peu ce désarroi d'avoir eu quelques interviews particulièrement importantes à mes yeux, à mon cœur, et de les voir périmées. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, je me rendais compte aussi qu'autour de moi, j'avais des gens, notamment dans mon cercle le plus proche, qui ne m'écoutaient jamais. J'avais notamment fait ce podcast pour eux, tu vois, parce que j'avais envie de les évangéliser. Mauvaise intention, ça. Tous les podcasteurs de la famille, les potes, c'est pas les gros auditeurs. J'avais faux sur toute la ligne. Mais j'avais ça dans l'intention, tu vois, parce que j'avais vécu des trucs aux États-Unis, je revenais, j'avais envie, tu vois, de donner cette énergie-là aussi à des copains qui pouvaient en être loin. Et donc, quand tu te rends compte qu'en fait, ils écoutent pas 2, 3, 0 de tes épisodes, bon, et une fois que tu es passé là-dessus, tu te rends compte aussi qu'il y a des gens qui n'écoutent pas du tout de podcast. Ils écoutent, c'est un format qui s'est beaucoup développé, mais qui ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui regardent des vidéos. Et je crois beaucoup dans le multiformat sur un même message. Donc c'est ça ce que j'essaye de faire aujourd'hui. J'ai le livre qui a un objet pérenne dans le temps et qui en plus s'offre. Donc ça, c'est génial. Tu le lis pour toi et si ça te plaît, tu le passes. Tu le passes à quelqu'un où tu sais que ça va pouvoir résonner. L'audio que tu écoutes parce que tu es sur un trajet, parce que tu fais la cuisine en même temps, c'est souvent de la double activité. Et puis, il y a la vidéo maintenant qui vient toucher une autre audience et c'est complémentaire. Exactement. Donc, je ne sais pas ce que ça sera demain. Il y aura peut-être encore un autre support. Mais il y a tout ça. Donc ça m'a motivée pour faire un livre. Il y a eu une très belle rencontre avec Manon Viard, qui est ma directrice d'édition des éditions de l'Aube. On s'est tout de suite compris parce qu'ils avaient déjà fait des livres de podcast et parce qu'ils connaissaient une bonne partie de mes invités. Donc on s'est compris. Après, il faut le temps de faire. Elle m'a donné une grande liberté et ça, c'est vraiment chouette aussi. J'ai choisi un fil rouge qui était... parce que j'avais pas 100 épisodes, mais j'en avais déjà 70. Donc, il n'allait pas y en avoir 70. Je voulais que ce soit sous un format de questions-réponses comme tu l'as dans la presse. Parce que je trouve que ça reste à l'écrit un format très chouette à lire, plus qu'un format d'essai.
Et en fil rouge, je voulais représenter plein de métiers différents. Parce qu'un des messages de Demain n'attend pas, c'est de dire que toi qui écoutes, quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu peux y aller. Prends confiance, les autres y sont, tu peux les rejoindre si tu n'as pas envie de créer, ou tu peux créer. Donc je voulais illustrer ça, et du coup j'ai des invités qui viennent du domaine du juridique, Marine Calmé, de l'entrepreneuriat avec Nicolas Chaban, on en a parlé tout à l'heure. Mauro Colagreco est un chef cuisinier, restaurateur, chef immense. Son restaurant à Menton a été élu meilleur restaurant du monde. Il a une vraie passion, une vraie philosophie. Boris Cyrulnik, que je ne présente pas, qui est neuropsychiatre. Pascal Desmurger, on l'a évoqué rapidement, qui est patron d'entreprise. Abdelali El-Badawi, qui est fondateur de ONG dans la santé. Il était infirmier à l'origine. Jean-Louis Etienne, qui est explorateur et qui a également fondé une association autour de la connaissance des pôles. Rada Hatem, on en a parlé également, qui a fondé la Maison des Femmes, et elle est gynécologue, donc vient du monde du médical. JR, tu l'as évoqué, qui est artiste. Reza, photographe, et Fleur Vasseur, réalisatrice. Donc on voit là une espèce de patchwork, et mon objectif, c'était de montrer que tous les métiers peuvent être engagés. Et d'ailleurs, c'est mon sous-titre, faire de son métier un engagement. C'est génial. Donc, allez-y. Oui. Voilà. La balle est renvoyée. Et allez-y dans l'écoute des épisodes existants, dans les prochains, parce que aussi ce qui soutient un créateur de contenu, c'est le fait qu'on s'abonne, qu'on en parle. Ça, c'est important. Il faut en parler parce que qu'est-ce qui te donne, toi, l'énergie de continuer ce podcast, justement? Alors, il y a deux questions en une dans la question que tu poses. J'adore faire des questions poupées russes, tu sais. Moi aussi, je fais beaucoup ça. Donc je sais, on se retrouve là-dessus. Je les décode. Il y a qu'est-ce qui te soutient la visibilité du podcast, et il y a ce qui me donne de l'énergie. Alors, ce qui soutient la visibilité du podcast, c'est le fait que vous vous abonniez, vous taguiez, vous en parliez, vous le partagiez. Vous écriviez un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur YouTube maintenant. Donc tout ça, ça fait que le podcast sera vu par les moteurs de recommandation, ou que si vous voyez un message sur LinkedIn ou sur Instagram, le fait de commenter aussi, ça aide dans les algorithmes. Et donc, c'est pas juste exister pour exister dans les algorithmes. Je n'ai pas vocation à être une influenceuse. C'est que ça donne de la visibilité à ce contenu-là, et ça permet de le faire découvrir par d'autres. Donc, si vous voulez défendre, soutenir... Mettez des étoiles. C'est ça. Abonnez-vous, mettez des étoiles, commentez et partagez. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la newsletter, parce qu'il y a une newsletter aussi qui part à chaque épisode. C'est bien. Ça fait beaucoup de choses. Et moi, je le rappelle à l'occasion, c'est une activité complètement bénévole dans laquelle j'investis des petits sous. C'est pas très cher à faire, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de modèle économique. Il y a très peu de podcasteurs qui vivent de leur podcast. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie de le faire? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Alors, ces rencontres m'en donnent infiniment. Et quand j'ai des retours des auditeurs, ça me donne une énergie, une patate d'enfer. Parce que j'arrête de me dire que j'envoie des messages à l'univers dans des bouteilles à la mer, mais j'entends ça m'a plu, tu devrais faire ça, machin, t'as pensé à lui. J'ai changé ça après cet épisode. Ça, pour moi, c'est hyper énergisant. Ok. Je sais pourquoi je le fais quand quand les personnes qui écoutent me font ce retour. Parfait. Et ça fait du bien aussi, quand on crée du contenu. Ça fait un bien de ma boule, et tu es bien placé pour le savoir. Je pense que tu ressens la même chose, non? Oui, mais c'est... Et aussi d'avoir cet objet physique. Je pense qu'il y a aussi... C'est un autre moyen aussi de porter toi ton engagement, parce que là, on va bientôt arriver à la fin de ce 100e épisode, et tu vois, on parlait de chiffres ronds tout à l'heure, et là, on va terminer une boucle, on revient à la genèse de ton engagement aussi, toi. Et ça, c'est les fruits de ton engagement. Le podcast, le livre. Oui. Et le livre, effectivement, tu as raison de le rappeler, c'est tangible. Et il y a quand même... il y a une grande joie à avoir ça. Il y a un petit côté, c'est moi qui l'ai fait, que tu n'as jamais dans du digital. Bien sûr. Moi, j'ai un rapport au livre un peu névrosé. Chez moi, quand j'étais jeune, on achetait, quand les livres qu'on aimait, on les achetait en plusieurs exemplaires pour que chacun ait le sien. Par contre, on avait interdiction d'écrire dessus, de corner, etc. C'était un truc qui était complètement sacralisé. Il y en avait partout. On avait compte ouvert chez le libraire.
Donc on pouvait s'acheter tout ce qu'on voulait, mais le livre était vraiment sacralisé. Donc pouvoir avoir un livre que j'ai sorti, c'est effectivement une grande joie, une grande émotion. Et une grande fierté, bravo. Ouais, et j'espère que vous qui le lisez, ça vous apporte. Ça vous apporte surtout, ça vous apporte pour vous. Et puis laissez-le, offrez-le. Bien sûr. Ouais, le plus beau commentaire que j'ai eu, je vais te le dire. Vas-y. J'ai quelqu'un qui m'a dit devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je sais, toi, je t'aime. Mais envoie ce message à l'URSSAF. Comment tu projettes la suite ? Moi, j'aimerais, demain n'attend pas, ce soit la même chose en plus. Tu vois, pas tellement plus d'invités, parce que j'ai pas envie d'accélérer là-dessus, mais par contre, plus d'audience. Je voudrais que ça puisse toucher plus de monde. C'est pour ça, partagez, likez, etc. Donnez-le. C'est un cadeau que moi, j'essaye de vous faire. Passez-le. Et puis, en plus aussi, parce qu'on parlait des formats, donc aujourd'hui, il y a ce livre, il y a les podcasts audio et maintenant la vidéo. J'aimerais qu'il y ait plus de tables rondes demain et d'occasions de rencontres. Ça, c'est un format que je fais un peu à la marge, mais j'aimerais bien que l'année prochaine, que dans les années à l'avenir, ce soit une part plus importante de Demain n'attend pas. Et que ça permette, du coup, notamment par ces rencontres physiques, d'aller plus loin dans la construction de ponts. Tu disais tout à l'heure, il y a des ponts entre l'associatif et l'entreprise. Ben, par ces rencontres, on peut participer à les construire. Le monde associatif, il ne va pas bien aujourd'hui. Elle a besoin des entreprises. Les entreprises sont à la recherche de sens et d'engagement de leurs salariés. Il y a des choses à faire ensemble pour que ces ponts-là soient favorisés. Très bien. Donc, tu as déjà une vision assez claire de la suite. Ouais, tu sais où tu vas, de toute façon. Il faut le faire après. Oui. Mais tu es quelqu'un qui fait. Je vais te poser la question que tu poses à tes invités en fin d'épisode. C'est à ton tour de nous donner un livre, un film, quelque chose, un podcast, un autre podcast par exemple, ou un documentaire qui t'a marqué et que tu as envie de transmettre à tes auditeurs, auditrices. Alors, on enregistre fin juillet et il y a beaucoup d'entre nous qui avons la chance de partir pour l'été. Oui. Moi, pendant l'année, je lis beaucoup d'essais parce que je lis tous les livres qui ont été commis par mes invités. Alors, ça me nourrit beaucoup, mais ça me nourrit de sujets quand même assez graves. Par exemple, il y a un épisode qui n'est pas encore sorti sur les enjeux liés au plastique, et notamment les enjeux de santé. Alors, quand tu prends le livre et que tu lis la première et la dernière page, tu vois. Donc, si tu me fais choisir aujourd'hui, avant les départs pour la Grande Bleue, j'irai te choisir des romans. On disait tout à l'heure le rôle de l'art, mais aussi de la littérature. C'est une forme d'art. Moi, je m'en nourris pas assez pendant l'année, mais par contre, je m'en nourris bien pendant les vacances. Donc, tu rattrapes bien l'été. Ouais. Et je trouve que c'est indispensable. Notre temps de lecture s'est réduit pour tout le monde parce qu'on a été phagocyté par les écrans. Donc, retrouvons le temps du roman. Tu disais aussi, très justement, il y a aujourd'hui une difficulté de dialogue. Mais c'est aussi parce qu'on a une difficulté de lecture et parce qu'on ne lit plus de romans. Parce que le roman, c'est notre capacité d'intention. Exactement, de projeter dans la vie d'un autre. Complètement. Et à partir du moment où ça disparaît, on a aussi le dialogue qui s'effrite. Donc allez-y sur les romans. Lequel ? Alors, je vais dire maintenant, il faut donner un nom. Je vais t'en donner deux. Un qui est une masterpiece et un qui était le dernier. Okay. Je viens de relire L'amant de Duras avec beaucoup de bonheur. C'est un très beau livre, ça se lit très bien. Ça m'a donné envie de revoir le film, du coup, dont je me souviens plus, parce que j'oublie tous les films. Et dans les romans, mais qui a les limites de l'essai, en fait, il y en a un que j'ai relu il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment magistral, qu'on doit relire aujourd'hui. C'est Le monde d'hier de Stefan Zweig. Alors là, ça demande un peu d'effort sur la plage. C'est un peu plus ardu que le polar le dernier Musso. D'abord, c'est très bien écrit, donc il y a le plaisir d'écriture. On doit le relire aujourd'hui parce que il décrit un monde en fin du 19e d'abord, parce que c'est là où ça commence, qui est solide et qui est un monde d'intelligence, un monde de culture. Et il fait l'allégorie entre ce monde-là et une maison.
Et il dit au début, de façon récurrente, qu'il a l'impression que ses parents avaient l'impression de vivre dans une maison en pierre, alors qu'ils étaient dans une maison en sable. Et évidemment, ça l'amène jusque dans les années 40. Ça se termine quand il est à Londres, en exil. Et c'est avant qu'il ne parte plus lointain et qu'il ne se suicide. Ça se termine un peu avant. Mais donc, tu vois l'effondrement de la civilisation. Mais tu vois aussi comme la civilisation a été forte. Et en creux, tu as le retour de la civilisation, évidemment, derrière. Mais je trouve que c'est important aujourd'hui à avoir en tête la capacité à des extrêmes à prendre le pouvoir et des sociétés qu'on croit immuables à s'effondrer. Donc, si tu dois en garder un, je garderai celui-là. Très beau livre. Mais c'est bien d'ajouter dans la pile à lire ces 2 romans. J'adore poser cette question parce que assez souvent, en fait, notamment quand c'était des romans, ça m'a permis de découvrir... Oui, bien sûr. Moi, c'est avec ton podcast que je m'en rajoute. Ma pile à lire, elle doit faire 1 mètre aujourd'hui. Dans mes bagages de l'été, j'ai un des livres qui m'a été recommandé par Marie Robert, par exemple. Elle ne doit pas s'en souvenir, mais elle m'avait parlé de Une femme fuyant l'annonce, qui est un livre de David Grossman, qu'elle m'avait décrit comme étant un chef-d'œuvre. Et donc, je l'ai un peu commencé, mais pas assez, parce que donc ça sera dans mes bagages de l'été. Ok. En plus, tu te prends des pavés, quoi. L'été, tu peux, mais il n'y a que l'été que tu peux. Ouais. Dernière question. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais là, je voudrais que tu le formules. Donne-moi quelques invités que tu adorerais avoir. Alors, il y a eu Janco, pour la saison 2, là. Qui te vient comme ça en disant, là, il faut vraiment que je les ai parce que... Il y a eu Janco, il y a eu Delphine Orviller. Ouais. Pareil, si vous avez des liens, appelez-moi. Parce qu'elle est d'une grande intelligence, elle fait du bien. Il y a... d'abord, il y en a plein. Et puis, je vais citer quelques noms qui sont connus, mais en fait, il y en a plein qui sont moins connus, mais qui sont dans ma liste et que je vais aller chercher. Ce que j'aime aussi, c'est de mélanger les niveaux de notoriété, parce que les moins connus sont parfois des surprises extraordinaires. Bien sûr. Je fais une petite parenthèse. Il y avait par exemple un jeune gars qui avait... Et son nom m'échappe là, et j'ai vraiment tort, mais il avait créé une start-up qui s'appelle Morpho. Ce type est génial. C'est un épisode fabuleux. Et sa start-up c'est un drone qui permet de la reforestation, notamment en Amazonie, à l'échelle. Le type, il n'a pas 30 ans, il est incroyable. Donc voilà un exemple de personnes sous les radars du grand public qui te donne qu'un épisode canonissime. Donc je ne vais pas parler de ceux que tu ne connaîtras pas parce qu'ils sont sous les radars, mais pour autant, on va les prendre quand même. Ils sont dans la tête. Dans ceux que tu peux connaître, j'ai très envie de faire parler Satish Kumar, qui est une personne d'origine indienne vivant en Angleterre, qui a fondé le Schumacher College et qui a une sagesse incroyable dont j'aimerais bénéficier et faire bénéficier aux auditeurs. J'ai très envie de poursuivre un peu mon enquête scientifique que je dissémine à gauche, à droite sur des sujets que je n'ai pas encore traités, notamment sur les métaux, parce qu'il y a une vraie problématique qui est liée à la quantité et à l'accès aux métaux dans le monde de demain. Il y a des gens qui en parlent très bien, comme Guillaume Pitron, qui est un journaliste d'investigation, ou comme il y a une autre jeune femme. Ça fait partie des sujets sur la biodiversité. C'est un sujet que je n'ai pas encore assez traité. Il y a, ça c'est un peu pour l'enquête scientifique, il y a des sujets que j'ai pas du tout abordés aussi. Notamment, j'ai très mal abordé les sujets de l'AI. Tu vois, l'intelligence artificielle, c'est quand même un truc qui va nous bouleverser, sur lequel il va falloir creuser, comprendre. Il va falloir y aller. Ouais. Voilà, tout ça, ça donne. Et puis toujours un mélange avec des sujets artistiques, avec des gens qui nous reconnectent avec la nature parmi les artistes, que ce soit des photographes comme Vincent Munier, par exemple, que je rêve d'interviewer. Je ne sais pas si tu le connais. Non. Oh, c'est extraordinaire. Photographe de la nature, extraordinaire. C'est un magicien. Va voir. Ok. Il n'a pas une expo récemment? Il a des expos très souvent. Ok. Très souvent, il a des bouquins qui sont splendides. Ok. Il fait très attention au choix du papier. C'est absolument magnifique. Et il nous donne à voir la nature qu'on ne voit plus. Ou d'une certaine manière aussi Sylvain Tesson. Je trouve qu'il a une écriture qui est vachement intéressante aussi, avec une voix particulière qui plaît pas, mais qui en termes de
capacité d'attente de l'homme par rapport à la nature. Ouais. En termes de voie littéraire, je trouve hyper chouette. Donc voilà, tout ça, Écoute, c'est mes rêves. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire que j'arriverai à avoir le quart de la moitié, mais il faut essayer. Bah bien sûr, c'est l'objectif. Absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour ce 100e épisode qu'on n'aurait pas abordé? Je te laisse. J'aimerais dire merci à mes invités, beaucoup. Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui écoutent, parce que ils croient en un monde meilleur. Et je pense qu'il faut qu'on soit une armée à croire en un monde meilleur. Donc merci à vous tous. Bah merci à toi. Encore une fois, je ne suis pas porte-parole, mais merci à toi justement de donner la possibilité d'avoir ces nouvelles écoutes, ces nouveaux témoignages, ces témoignages inspirants, ces souffles parfois légers, parfois difficiles à entendre, mais qui donnent envie d'agir. Et grâce à toi et à ce que tu fais, parce que tu incarnes ce projet et tu incarnes la suite, on peut construire et co-construire, parce que je pense qu'il y a aussi un thème qui est beaucoup revenu, c'est cette notion d'ensemble, de collectif et de co-construction, et ça fait du bien. C'est intéressant que tu parles de co-construction, parce que c'est un sujet transversal aussi à mes invités. Ils ont tous conscience qu'ils ne sont rien tout seuls, et que ça se crée. Et tu vois, j'ai le livre Les Inspirants devant moi. La première invitée, c'est Marine Calmet. Marine Calmet, c'est une juriste du droit de la nature. Tu pourrais te dire que c'est une spécialiste, elle fait ça dans son coin. Mais en fait, tous ces gens-là, s'ils sont forts, c'est parce qu'ils nous donnent le pouvoir et ils attendent de nous qu'on s'en empare. Marine Calmet, elle crée des écoles de formation au sujet juridique, du droit de la nature, pour que toi qui aimes passionnément un paysage dans lequel tu as grandi, dans lequel tu vas pendant tes week-ends, peu importe, mais on est tous très attachés à des paysages. Ces paysages, aujourd'hui, ils sont tous menacés. Qui par la montée des eaux, qui par les incendies. Comment juridiquement on peut protéger. Donc, je la trouve très intéressante, Marine, parce qu'elle nous dit, à nous, citoyens, en fait, tu peux agir. Et je vais t'aider à te former, etc. Donc c'est chouette de terminer sur cette notion de communauté, je t'en remercie. Et de responsabilité de nous tous. With great power comes great responsibility. Comme disait Superman, c'est ça. Voilà, et à nous de nous en emparer. Ouais. Merci beaucoup et longue vie à tes projets, à ton podcast et à ton énergie. Merci Claire. Continuons à t'envoyer des likes et à s'abonner. Et si, non, c'est pas la fin, s'il te plaît. Et j'en profite pour faire la promo de ton podcast. C'était pas prévu. Ouais, qui s'appelle Encore et qui parle de l'intergénérationnel et qui remet sur le devant de la scène les personnes plus âgées. Me dis pas que j'en fais déjà partie, s'il te plaît. Non, c'est plus de 70, t'as du temps. Sinon je sors. Voilà, qui sont quand même invisibilisés dans notre société. Complètement. Toi, tu leur redonnes leur place. Donc merci à toi pour ce que tu fais. Avec joie. Écoute, avec nos énergies communes, et ce sera la conclusion, je pense, mais aujourd'hui, on a tant à s'apporter, et par la différence de nos âges, par la différence de nos générations, par la différence de nos cultures. L'engagement, c'est pas réservé à une élite. L'engagement, c'est quelque chose de commun, et c'est ce que tu ne cesses de prôner. Moi, à ma faible échelle aussi, mais j'essaye de prôner cette importance aujourd'hui de respecter ceux qui ont vécu d'autres choses avant nous, d'autres expériences. Qu'est-ce qu'on peut tirer du vécu? Tu parlais tout à l'heure tu revenais en arrière sur tes années d'adolescente et de jeune adulte. Il y a des choses qui sont sans doute à modifier, des choses qui sont très bonnes, et comment on s'inspire pour co-construire ce monde dans lequel on a envie de vivre et dans lequel on a envie de voir grandir nos enfants. T'as raison, et il faut laisser cette voix s'exprimer parce c'est à peine un souffle aujourd'hui. Donc merci à toi et tous ceux qui écoutent doivent aller écouter le podcast de Claire. C'est sympa, merci. Bon, on coupe les micros cette fois. Cette fois-ci, c'est Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.